Voilà, bonjour à tous et à toutes. Un grand merci de nous rejoindre ce matin pour le premier numéro de cette série de webinaires que nous avons intitulé L'Alpha au-delà de nos frontières. Donc ce matin, nous allons commencer avec une intervention de nos voisins français. Et puis entre la mi-novembre et la mi-janvier, nous aurons nos collègues d'Irlande, de Suisse, de Flandre, de Canada et du Pays-Bas. Donc chaque jeudi à la même heure, entre 10h45 et midi, sauf pour évidemment nos collègues canadiens que nous accueillerons l'après-midi. Alors, un petit mot de présentation. Donc, je suis Cécilia Locmand, chargée de communication et de campagne à Lire Écrire Communauté Française. Et je suis accompagnée par mes deux collègues Louise Culot et Yannick Bailly pour l'organisation de ce webinaire. Alors, Lire Écrire Communauté Française a organisé ces webinaires. C'est une association d'alphabétisation qui est présente sur toute la partie francophone de la Belgique, donc la Wallonie et les communes bruxelloises. Nous comptons à peu près 300 travailleurs et donc nous sommes actifs sur l'ensemble de cette partie de la Belgique avec des missions qui vont vous être détaillées très bientôt par ma directrice qui va faire donc une introduction sur le contexte et les enjeux de ces webinaires. Donc je vais lui laisser la parole dans quelques instants. Nous l'avons enregistré en différé parce que pour une question d'agenda, elle ne pouvait pas nous rejoindre ce matin. Ensuite, je reprendrai la parole, vous donnerai quelques informations pratiques sur l'organisation de la matinée. Et puis, nous donnerons la parole à nos deux intervenantes. Vous êtes reliés à un chat sur lequel je vois que vous êtes en train d'arriver. Nous avons déjà plus ou moins une centaine de personnes. Nous avions plus de 200 inscrits, avec une majorité de Belges, mais aussi une très belle proportion de collègues français. Donc continuez à vous présenter si vous le voulez bien, dire dans quel secteur vous travaillez et dans quel pays vous êtes pour l'instant. Donc je propose alors de laisser la parole à Sylvie Pinchard, qui est directrice de Lire Écrire Communauté Française. Voilà, bonjour, je m'appelle Sylvie Pinchard, je suis directrice de Lire Écrire Communauté Française et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce premier webinaire d'un cycle de 6 rencontres que nous avons intitulé L'Alpha au-delà de nos frontières. Je remercie particulièrement Daniel Asper et Laurence Buffet qui inaugurent ce cycle de rencontres. Elles sont toutes les deux directrices d'un centre de ressources d'illettrisme en France, Daniel Asper en Auvergne et Laurence Buffet en Provence-Alpes-Côte d'Azur. En fait, depuis quelque temps, à Lire Écrire dans l'équipe, on a le désir et l'envie de rassembler des acteurs de l'alphabétisation, des acteurs proches de nous, ce qu'on appelle des voisins, c'est-à-dire des voisins géographiques parce qu'ils travaillent la question de l'alphabétisation en Flandre, aux Pays-Bas ou en France, mais aussi des voisins en termes d'engagement associatif sur la question de l'alphabétisation, c'est-à-dire avec les personnes qui sont en situation d'illettrisme, pour et avec les personnes en situation d'illettrisme. Aussi une proximité dans les choix et les orientations pédagogiques. Alors on avait imaginé 2-3 jours à Bruxelles, de rencontres, de colloques, d'ateliers, voilà. La crise du Covid est passée par là. Mais on a souhaité quand même maintenir quelque chose. Et donc, ce qu'on vous propose au travers de ce cycle, c'est de se mettre dans une position d'écoute et de compréhension et de découverte de 6 pratiques d'alphabétisation, 6 expertises d'alphabétisation au travers l'Europe et le Québec pour nos invités québécois. Alors, je remercie vraiment les intervenants qui ont bien voulu, qui ont répondu positivement à notre invitation. C'est un exercice
qui est compliqué, qui n'est pas simple, c'est rassembler une expérience et une expertise de terrain dans un format de 45 minutes, on va dire, hein, une demi-heure, 45 minutes, autour de 3 questions centrales. Quelle est la situation de l'illettrisme ou de l'analphabétisme sur leur territoire? Quels sont, eux, en tant qu'acteurs, les enjeux qu'ils voient, les enjeux qui traversent leur pratique et les enjeux qu'ils voient pour l'avenir? Et la troisième question, qui est une question autour de la digitalisation, comment ils réfléchissent et mettent en œuvre la question. C'était déjà une préoccupation pour nous à lire et écrire avant la crise du Covid. C'est devenu une urgence de penser cette question de la digitalisation. Vraiment, je les remercie. Et voilà, c'est une première étape. Il y aura certainement des suites, mais commençons par écouter et comprendre. Merci à eux. En conclusion de mon intervention, de mon introduction, je tiens particulièrement à remercier les 3 chevilles ouvrières de ce projet, donc qui au sein de l'équipe de lire et écrire ont fait en sorte que ça existe. Alors, il s'agit de Louise Culot, de Cécilia Loquement et de Yannick Bailly. Voilà, merci. Alors merci Sylvie pour cette introduction où tu as dit déjà beaucoup de choses. Donc je vais simplement compléter par des petites infos pratiques puisque je vois que les gens sont en train de nous rejoindre. On est maintenant plus de 170 personnes autour de cet écran. Et comme on ne peut pas dire bonjour à son voisin ni de gauche ni de droite, je vous conseille toujours de continuer à vous présenter sur le chat. Donc le chat a comme fonction de relayer les questions également durant toute l'intervention, la prise de parole de nos collègues françaises. Donc n'hésitez pas à intervenir tout au long de l'intervention. Ces questions en fait seront synthétisées, rassemblées par nos 2 modérateurs et un travail de synthèse sera fait. Nous en choisirons 3 plus ou moins et après l'intervention de nos 2 intervenantes, donc nous les poserons. Que dire encore pour les personnes qui viennent de nous rejoindre? Donc nous avons plus ou moins 3 quarts d'heure, 1 heure de webinaire. Nous allons lancer maintenant l'intervention de Danielle Asper, qui est directrice du CRI Auvergne, et de Laurence Buffet, qui est directrice du CRI Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc elles sont respectivement à Clermont-Ferrand, à Marseille, et nous sommes en direct de Bruxelles, une petite commune de la région bruxelloise qui s'appelle Saint-Josse-ten-Noode. Voilà, donc je laisse la parole à Danielle et Laurence. Merci, un grand merci à Sylvie Pinchard, directrice de Lire et Écrire, pour son message et pour sa confiance. Un remerciement que nous adressons également à Cécilia, à Louise et Yannick, nos interlocuteurs qui ont préparé ce moment et qui nous donnent cette belle occasion d'échanger à travers les pratiques de différents pays. Nous allons essayer de relever ce défi plus qu'européen, presque international, grâce à la technologie, et on va essayer de ne pas être trop impressionnés. Donc, je m'appelle Danielle Asper, je suis la directrice du CRI, Centre Ressources Illettrisme Auvergne, et je suis également la présidente du réseau national des professionnels et des centres ressources illettrisme et analphabétisme. On aura l'occasion d'y revenir. Laurence, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et tous, ravie d'être avec vous ce matin. Donc moi je suis la directrice du Centre Ressources Illettrisme Provence-Alpes-Côte d'Azur et par ailleurs trésorière du réseau national des professionnels et centres ressources illettrisme et analphabétisme voilà, je repasse la parole à Danielle pour poursuivre les échanges. Voilà, donc c'est Cécilia qui anime les diapositives, donc on va lui laisser démarrer le diaporama pour vous repréciser un petit peu comment s'organise très rapidement la lutte contre l'illettrisme en France. Donc au national, il existe une agence qui s'appelle l'ANLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, avec une équipe et des chargés de mission en région qui
entre tout ce qu'elle fait, de la coordination et de la mobilisation, propose aussi un numéro vert auquel répondent les CRI. Et donc les CRI, c'est 26 centres ressources illettrisme et analphabétisme, donc des professionnels et des structures qui sont organisés en réseau et qui interviennent sur les territoires en accompagnant des projets locaux, départementaux ou régionaux. En remplissant une mission d'intérêt général, les CRI développent une posture de tiers neutre et expert sur les problématiques de développement des compétences de base et la maîtrise de la langue française. Voilà. Nos missions, très rapidement et succinctement, à la fois de la veille, de l'information pour le grand public et de l'orientation, de la documentation mise à disposition, de la mutualisation de ressources, une communication et de la diffusion d'outils dans une première partie, une seconde partie plus liée à tout ce qui est de l'ordre de la sensibilisation, de la qualification et puis de la professionnalisation des acteurs par le biais de programmes locaux, régionaux, où on peut accueillir à la fois des professionnels et des bénévoles, les acteurs de terrain qui interviennent auprès des publics. Donc, ils sont en charge autour de la lutte contre l'illettrisme et la maîtrise de la langue. Et puis, toute une partie liée à l'expertise, au conseil, à l'ingénierie, où c'est l'occasion d'accompagner des initiatives, d'être en appui sur la mise en œuvre ou des diagnostics de territoire, être des relais et bien sûr faire aussi de la veille pour à la fois travailler en lien avec la recherche et le développement. Tout ça, donc voilà, auprès du grand public qui a été précisé précédemment. Donc, en gros, ce réseau national qui réunit donc une partie des CRI s'appuie sur l'idée très générale et globale et importante portée par l'UNESCO autour des compétences d'alphabétisation, autour de l'effet des multiplicateurs, voilà, pour accéder à l'autonomie et l'émancipation des personnes, et le fait que l'alphabétisation, c'est aussi un moteur de développement durable, en tout cas assurer des choses pérennes pour que les publics soient le mieux accueillis possible et que l'apprentissage ou le réapprentissage soit opérationnel. Voilà, favoriser la montée en compétences et la formation tout au long de la vie, c'est un peu l'axe dans lequel on inscrit les objectifs du réseau national. Donc, on va vous présenter cette intervention. On l'a structurée à partir de la trame commune qui nous a été fournie par Lire Écrire, qui va donc permettre en fait de comparer les situations dans les différents pays. C'est vrai que on aurait bien aimé avoir un panorama de la situation belge, mais j'imagine que les échanges et la suite nous permettront d'y avoir accès. Nous vous inviterons à notre tour. Donc, 3 points qui vont structurer l'intervention. Les caractéristiques de l'illettrisme, donc le point de vue français. Quelques revendications pour améliorer le processus d'alphabétisation et d'illettrisme, enfin de littératie. Et puis, nous finirons par un focus sur la question des stratégies de littératie numérique mises en place. Voilà, donc je viens d'employer plein de gros mots, et ce qui va me permettre qu'on va rebalayer un peu plus précisément. Donc, sur l'illettrisme, quelques grandes caractéristiques de ce phénomène en France. C'est que c'est un phénomène d'ampleur, mais souvent invisible, un phénomène tabou dont on va voir que la réalité, elle est multiforme, contrairement à ce qu'on peut penser, et puis que au final, c'est une question qui est à la croisée des chemins, qui devrait être l'affaire de tous, et qui est parfois l'affaire de personne. Voilà, donc tout d'abord, un premier point. J'ai l'impression que le soleil
je suis à contre-jour, non? Excusez-moi. Mais voilà, une première chose, ne surtout pas... Attendez, excusez-moi. C'est qu'on a intitulé La naissance de l'illettrisme en France. Et donc là, on se situe à la fin des années 70, où ce mot a été inventé par l'association ATD Quart-Monde, qui a souhaité mettre en lumière un phénomène constaté dans son quotidien, à savoir qu'il y avait des personnes en grande précarité qui avaient grandi sur le territoire français, qui avaient été même scolarisées et qui ne savaient pas lire et écrire à l'âge adulte. C'est le choix de créer un mot en contrepoint de celui d'analphabétisme ou d'alphabétisation qui était employé par l'UNESCO et par le reste dans le reste du monde, pour attirer l'attention politiquement sur ce phénomène et qu'il y ait une prise en charge qui se mette en place. C'est chose faite à partir du milieu des années 80, avec la remise d'un rapport au Premier ministre français de l'époque, Monsieur Mauroy, des illettrés en France. C'est à partir de ce moment-là que se mettent en place des politiques publiques de lutte contre l'illettrisme qui vont se décliner sur l'ensemble du territoire à partir de la fin des années 80. Ce mot, il permet donc en fait sa définition aujourd'hui. Merci. On va voir que c'est un mot qui mobilise, mais qui sépare aussi les publics, voire même qui peut les stigmatiser. Donc c'est un mot qui fait débat aujourd'hui, mais qui permet de pointer une réalité, celle des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture et de l'écriture. On peut passer à la diapo suivante. On a l'habitude en France, et notamment du point de vue des organismes de formation, à partir de ce schéma, de ce questionnement, est-ce que la personne en face de nous a été scolarisée? Si elle n'a pas été scolarisée, il va s'agir pour elle d'entrer pour la première fois dans l'apprentissage d'un code écrit. Si elle a été scolarisée en langue française, pardon, j'ai des bruits, je ne sais pas vous, mais si elle a été scolarisée en langue française et que malgré cela elle est en difficulté, alors elle va être en situation d'illettrisme. Troisième type de situation, la personne a été scolarisée, mais pas en langue française, contrairement à ce qui est indiqué sur le schéma. Et donc là, on va avoir un profil français langue étrangère. Donc là, on a trois types de profils qui vont avoir des caractéristiques assez différentes, à la fois en termes d'apprentissage, mais aussi dans l'espace public. Les personnes en situation d'illettrisme, leurs caractéristiques, c'est qu'en général, elles vont avoir honte de cette situation à l'âge adulte, de ne pas avoir appris quand le reste de leur génération a appris. Elles vont avoir recours très fortement à des stratégies d'évitement, de contournement, qui vont faire que dans la vie quotidienne, on ne les repère pas. Ce n'est pas le cas de personnes qui viennent de l'étranger, soit qu'elles ne parlent pas français, soit qu'elles n'aient jamais été scolarisées, qui vont être souvent dans une plus grande appétence par rapport à l'apprentissage. Donc, si on regarde un petit peu du point de vue des chiffres, on voit qu'en fait, on a depuis le début des années 2000 des chiffres qui sont produits par l'INSEE, qui est notre Institut national de la statistique, qui nous montrent en fait qui ont objectivé par une enquête d'envergure le fait qu'il y a quasiment en France une personne sur 10 qui est en situation préoccupante face à l'écrit, en grande difficulté face à l'écrit. C'est une enquête qui est faite en face à face avec un interlocuteur bienveillant. Donc c'est des chiffres qui ont une objectivité et qui permettent de revenir sur un certain nombre d'idées reçues.
on a pu avoir une première comparaison, puisqu'en gros, cette enquête se déroule plus ou moins tous les 10 ans, qui nous a montré qu'entre 2004 et entre 2011, on a une légère baisse du taux d'illettrisme. Donc là, nous allons zoomer sur les situations d'illettrisme spécifiquement. Hein. Donc, donc, on a dans ce panorama, on n'a pas les personnes qui n'ont pas été scolarisées en langue française. Donc, on voit qu'ils sont 7% en 2011, donc une baisse depuis 2004, qui est liée notamment aux impacts de la démocratisation scolaire en France et également, on l'espère, à des effets des politiques publiques. Donc, ça représente plus de 2 500 000 personnes qui sont dans cette situation en 2011. Et si on ajoute tous les publics en difficulté avec l'écrit, qui rencontrent des difficultés dans la maîtrise de la langue, là, on atteint un chiffre de 6 millions. Donc, on est loin d'être sur un phénomène minoritaire qui serait le fait de publics migrants, comme on l'entend parfois dans l'opinion publique. Si on poursuit sur cette réalité, on voit que dans cette enquête toujours menée par l'INSEE en collaboration avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, on voit que ces personnes, plus de la moitié a plus de 45 ans, plus de la moitié exercent une activité professionnelle et les 3/4 d'entre eux parlaient uniquement le français à la maison à l'âge de 5 ans. On voit également qu'il y a la moitié des personnes en situation d'illettrisme qui vivent dans des zones rurales. Et donc, quelque part, en France, quand ces chiffres sont sortis, ça a eu un effet ça a eu un impact assez fort dans les médias, puisqu'on s'est rendu compte que l'illettrisme n'était pas réservé aux jeunes qui vivent dans les quartiers politiques de la ville, issus de l'immigration, etc. Donc, ça nous permet aujourd'hui de nous dire que c'est bien une réalité qui concerne l'ensemble du territoire français, y compris les zones rurales, l'ensemble des classes d'âge. On voit même que les jeunes sont proportionnellement moins touchés, que l'illettrisme augmente au fur et à mesure qu'on augmente dans les catégories d'âge, ce qui est lié à des phénomènes de désapprentissage. Moins on utilise l'écrit et moins on le maîtrise. Et donc qui finalement en fait une question d'actualité dans une société française où l'écrit est primordial dans l'ensemble de la vie quotidienne, professionnelle, sociale, etc. Également, un petit clin d'œil sur les idées reçues. La majorité, il y a plus d'hommes, les hommes sont plus touchés que les femmes par les situations d'illettrisme. Voilà. Alors que ce n'est pas forcément les hommes qu'on retrouve après en situation de formation. Mais je m'arrêterai là pour les... Du côté des jeunes, on a également une source d'information qui est très, très intéressante. C'est les chiffres qui sont récoltés lors de la journée défense citoyenneté qui est organisée par l'armée en France. C'est une journée dans laquelle garçons et filles recensés français ayant 16-17 ans viennent pour parler des questions de défense et de citoyenneté et dans lequel ils sont aussi soumis à un test de compréhension de la lecture. Ces tests ont été réalisés par l'Éducation nationale et ils nous montrent que près d'un jeune sur 10 est en difficulté de compréhension d'un texte simple. Et si on regarde un peu plus précisément, on voit qu'il y en a autour de 4-5%. Je prends j'arrondis selon les années, puisqu'on a en fait la chance d'avoir des chiffres qui sortent tous les ans, qui ont de grandes difficultés, de très grosses difficultés de compréhension. Et donc, on peut assimiler à des situations d'illettrisme graves, c'est-à-dire en fait que la personne n'est pas en mesure de comprendre un texte très simple de la vie quotidienne. Il faut avoir aussi en tête que ces tests ne testent pas l'expression écrite. Donc, vous voyez, là, on est simplement sur la compréhension.
Et on le sait, c'est souvent plus difficile de s'exprimer à l'écrit que de comprendre. C'est la même chose dans une langue étrangère. C'est souvent plus facile de comprendre que de parler. Donc, on peut passer à la diapo suivante, Cécilia. En fait, je voulais juste alors vous tenir au courant de l'avant. Oui, n'hésitez pas effectivement à poser des questions tout au long de nos interventions, même si on n'y répondra pas tout de suite. Ça permettra en fait d'avoir un temps de débat à la fin. À la fois, ça peut être des petites questions très précises ou des questions plus larges. Donc, c'est important cette interaction. Oui, ce qu'on peut dire, Laurence, c'est que nous, effectivement, on ne les voit pas, comme tu le précises, et c'est pour ça que de temps en temps, j'ai un regard sur le côté. C'est pas du tout du dédain, c'est juste que je regarde sur l'autre ordinateur les questions qui défilent, voilà. Je te donne la parole. Oui, donc ce qu'on peut, ce que j'ai pas dit, parce que, ce que j'ai pas dit sur autour de l'illettrisme, c'est que on est bien sur une notion très fonctionnelle sur des compétences à l'écrit qui vont permettre de se débrouiller dans la vie quotidienne. Donc, on est loin de textes littéraires, on est loin des fautes d'orthographe. Voilà, je le reprécise parce que c'est vrai que je n'ai pas de visibilité sur qui vous êtes en face, malheureusement, mais on est quand même sur des niveaux très bas dans les compétences en lecture-écriture. C'est pour ça que on note cette ampleur. Le deuxième point que nous souhaitions aborder, c'est partager des enjeux pour améliorer les politiques d'alpha. Alors, j'ai rajouté des guillemets à ces questions, à ce mot alpha. Ils n'étaient pas dans la proposition de lire-écrire, puisque vous l'avez compris, aujourd'hui, nous avons choisi de nous centrer sur les questions d'illettrisme et qu'en France, ces différences publiques sont vraiment distinguées dans les politiques publiques. C'est-à-dire que il y a une politique nationale d'intégration des étrangers dans lequel on va prendre en compte la situation de ces migrants primo-arrivants face à la langue, une formation obligatoire si la personne ne parle pas le français, mais également une incitation à entrer dans cet apprentissage par une formation gratuite mais obligatoire pour accompagner en fait la montée en compétences de ces étrangers jusqu'au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau B1 à l'oral étant un niveau où on est à l'aise dans toutes les situations de la vie quotidienne et qui permet, qui est nécessaire pour obtenir la nationalité française. Voilà, un petit peu pour poser, parce que c'est vrai qu'on va assez peu en parler, puisqu'on va se centrer aujourd'hui sur les politiques en matière d'illettrisme. C'est aussi notre réalité qui fait que les dispositifs les publics ne vont pas pouvoir partager les mêmes dispositifs, les mêmes formations, selon qu'ils sont arrivés en France depuis moins de 5 ans, ayant grandi sur le territoire. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une première chose qui est un enjeu très, très important pour nous, c'est comment permettre aux adultes qui ont grandi sur le territoire ou qui sont arrivés plus tard, qui arrivent en France, de pouvoir monter dans leurs compétences à l'écrit, à l'oral et également dans les compétences de base, les compétences clés nécessaires pour vivre de façon autonome dans notre société.
c'est quand même effectivement, ça m'intéressera de voir dans les autres pays ces distinctions de public. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que elles se retrouvent puisque nous, elles marquent vraiment notre quotidien. C'est vrai que autant on est intéressé par le fait par ce mot illettrisme qui est mobilisateur, qui permet de pointer une situation qui est très souvent invisible. Autant aujourd'hui, on a une inquiétude face aux difficultés que rencontrent ces adultes pour trouver une formation adaptée. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil sur ce dessin qui a été produit dans le cadre d'un maillon de la chaîne des savoirs, le maillon du Morvan, qui est une démarche qui associe des ambassadeurs de la lutte contre l'illettrisme pour que les personnes concernées puissent s'exprimer sur les meilleures manières de réapprendre à l'âge adulte. J'en profite pour faire un petit clin d'œil au maillon belge qui s'est constitué. Donc voilà, donc maintenant on a, et j'espère qu'il y aura bientôt d'autres maillons européens qui pourront se joindre à cette dynamique. Je m'attache, je vais aller maintenant sur la question des constats. Des constats, là, sur les réponses illettrisme à l'âge adulte. Qu'est-ce que le réseau national des centres ressources a fait remonter, aujourd'hui. Et là, nous nous sommes appuyés avec Daniel sur un écrit que nous avons produit pour la mission illettrisme qui a été nommée par l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud, l'année dernière, et qui a conduit à un rapport avec des préconisations en matière de lutte contre l'illettrisme. Ce que nous avons constaté sur les différentes régions où se situe notre réseau, c'est qu'aujourd'hui, on a une réponse formation illettrisme qui a été décentralisée. Alors ça, c'est un choix politique qui a été fait en 2015 et on constate que ça aboutit sur une réponse qui est très différente et très inégale selon les régions de France. Donc, on a perdu un socle commun qui était un dispositif compétences clés qui était déployé sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on a une mise en œuvre décentralisée. L'idée étant effectivement que cela puisse s'adapter aux régions. Le deuxième point, c'est que on a des modalités de financement de ces formations pour adultes qui sont peu adaptées pour nos publics en situation d'illettrisme, puisque on assiste en fait à des financements de type marché public, donc avec des mises en concurrence, des zones géographiques très étendues. Qui font que les organismes qui étaient experts en matière d'illettrisme se trouvent fragilisés, ont parfois même disparu sur les territoires. Ces marchés publics ont tendance, dans leur cahier des charges, à exclure de fait des publics les plus éloignés de l'écrit. Alors, quand je dis exclure de fait, c'est un paradoxe, c'est que c'est par exemple des critères d'évaluation ou de paiement des organismes qui vont faire que les personnes en situation d'illettrisme ne vont pas s'y retrouver, ou alors des modalités de financement qui vont aller à l'encontre d'un public pour qui la formation ne doit pas être d'abord intensive, doit s'inscrire dans une globalité. On a également des temps de formation et d'accompagnement qui ont fortement raccourci. Alors, c'est dur d'avancer une durée moyenne puisqu'il n'y a pas de chiffres qui sont sortis, mais en gros, en France, on a partagé autour de 400 heures de formation sur des modalités très intensives qui sont un peu la norme actuelle, avec parfois des formations très courtes sur des modules de 150 €.
Donc, vous imaginez bien que pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui ne maîtrisent pas l'écrit, ça va être très compliqué d'entrer dans une véritable démarche d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et le dernier point, c'est que l'offre de formation liée à ces marchés publics fait qu'il y a une concurrence entre les organismes. Il y a des changements puisque quand un marché public se termine, un autre commence et ça peut être des organismes tout à fait différents qui mettent en place la formation. Et donc, ça veut dire que le public et le réseau peut perdre voilà, peut ne plus s'y retrouver sur où est-ce qu'on peut se former, où est-ce qu'on peut envoyer en formation. Donc, lié à cela, le repérage difficile dont j'ai déjà parlé des personnes en situation d'illettrisme, le fait qu'il y ait une honte, des stratégies de contournement qui fait que quand on va voir son conseiller Pôle emploi, on ne va pas commencer par parler de ces difficultés-là, mais plutôt de l'emploi qu'on veut retrouver. C'est aussi la peur de se retrouver dans une formation qui ressemblerait à l'école. Enfin, il y a tout un tas de freins qui sont très bien analysés, qui vont faire que il y a aussi cet enjeu-là à partager, le fait de ne pas stigmatiser les personnes en situation d'illettrisme et justement d'ouvrir la façon d'aborder la question avec eux pour qu'elles puissent trouver une solution. Je prends le relais, Laurence. Oui. Voilà, après des constats, des propositions qui sont de notre part réfléchies de manière très très large et qui nécessiteraient bien sûr d'avoir des précisions plus fines à partager, à échanger, à partager. Mais voilà, dans les grandes tendances qu'on peut envisager, l'idée c'est déjà de pouvoir avoir le courage, on a marqué, oui, de changer de paradigme, de modèle d'action parce que ce qui existe ne fonctionne que insuffisamment. Comment on peut partir de réflexion et d'observation de terrain, comment on prend en considération le savoir-faire local et quand on parlait de consortiums qui répondent à des marchés publics, on n'est plus dans de la finesse locale, on est vraiment sur des organismes qui ont des compétences, mais pas forcément celles toujours qui sont attendues au plus près du terrain, comme nous on aime en tout cas le retrouver. Daniel, oui. Excuse-moi de t'interrompre. Peut-être tu peux remettre ta caméra, comme ça, ce sera plus vivant de te voir parler. Alors, moi, je ne l'ai pas enlevée. D'accord. C'est Yannick, peut-être, qui me censure. Non, je n'ai pas du tout touché ma caméra, mais bon, c'est pas grave. D'accord, c'est peut-être moi. Excuse-moi de t'avoir coupé. Dans la deuxième partie, dans un deuxième type de proposition, l'idée c'est de se dire que plutôt que d'avoir des stages, des temps de date à date ou des organisations très saccadées et limitées dans le temps, nous on pense que ce serait intéressant d'imaginer la mise en place d'un service public qui est effectivement pour nous un gros enjeu, c'est-à-dire une offre qui pourrait être à la fois souple, adaptée, permanente, comme on l'a écrit, souple dans l'accès, c'est-à-dire dans l'accès des horaires. Tout le monde n'est pas disponible au même moment. Il y a des gens qui sont disponibles plutôt le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Donc, il y a sans doute aussi des choses à imaginer en début de soirée. Cette souplesse, il faut aussi qu'elle soit dans les propositions de contenu, qu'on ne soit pas sur un programme défini une fois pour toutes, mais par rapport, qu'on s'intéresse effectivement aux besoins et aux attentes des personnes quand elles viennent solliciter ou quand on a identifié la problématique au cours d'un entretien préalable, comme l'évoquait Laurence précédemment.
une offre aussi qui soit adaptée aux participants, avec voilà, un contenu en relation avec ce que les gens ont envie d'apprendre, veulent apprendre. C'est pas toujours évident, d'ailleurs, de faire émerger ce besoin ou cette demande. Qu'est-ce qui pourrait permettre de changer la vie de quelqu'un si il lisait mieux, il écrivait mieux, il était mieux en autonomie par rapport au savoir de base? Parfois, c'est pas évident de le faire exprimer aux personnes, donc il faut trouver le temps de le faire. Et c'est aussi dans un moment où on peut accueillir les gens tranquillement et pas en commençant par leur demander quel est leur statut, quels sont leurs droits administratifs, mais qu'on soit vraiment dans une discussion, dans un dialogue où ce dont on va parler, c'est effectivement qu'est-ce qu'ils ont envie de mieux savoir faire, mieux savoir lire, mieux savoir compter, mieux savoir faire telle ou telle démarche. Et c'est effectivement à partir de ça aussi qu'on peut inscrire du sens dans les apprentissages, le réapprentissage et l'accompagnement qui va être proposé, qui pourrait être proposé. Et puis quelque chose, une offre voilà, qui soit permanente. On a tellement l'habitude maintenant de voir des actions qui se succèdent, voire qui s'interrompent, sensibiliser les prescripteurs, donc les gens qui vont repérer, identifier les situations d'illettrisme. Ça demande du temps, de l'énergie, et ça demande aux gens de se mettre dans une certaine posture. Une fois que ce travail est fait, eh bien, quand ils repèrent, quand ils identifient des situations et quand ils ont la possibilité d'en parler avec les gens, il faut qu'ils puissent les orienter au mieux dans un endroit, dans un organisme de formation, dans une association qui va pouvoir répondre à ces attentes. Et si on se demande à chaque fois quand est-ce que l'action va démarrer, là elle est en train de finir, il va falloir attendre la prochaine. Non, quand on dit un service public, c'est aussi quelque chose qui soit permanent. Alors, l'idée, c'est pas que ce soit forcément permanent tous les jours. Ça peut être quelques jours par semaine. Il n'est pas forcément question de faire du temps plein tout le temps. D'ailleurs, nous, on sait bien que les gens ne vont pas forcément facilement en formation à temps plein. Il faut vraiment les préparer avant qu'ils puissent accéder à une formation où ils seront peut-être sur du qualifiant, du certifiant, mais en amont, il y a vraiment des modalités de travail et d'accompagnement à trouver qui réunissent voilà, ces différentes caractéristiques. Voilà, centré sur le besoin, l'envie d'apprendre, bien sûr, c'est quand même un peu ce qui va déclencher l'envie d'apprendre, oui, et puis le fait de se mettre dans cette démarche, de prendre confiance et de se dire que on va être capable de faire des progrès et de les voir, du coup. Pas juste magique, mais ça va fonctionner, parce qu'en face, il y a des professionnels, il y a des gens qui sont compétents pour cet accompagnement-là. Une offre aussi qui doit être en lien avec du partenariat. Bon, on y reviendra, je pense qu'on y reviendra sans doute aussi dans les questions que vous allez poser. Vous avez posé, vous demandiez voilà, des durées de formation. Laurence a évoqué une moyenne de 400 heures. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit. Ça reste une moyenne et selon les dispositifs, selon les régions, bien sûr, il peut y avoir des différences, avec des modules à l'intérieur qui sont réalisés sur des contenus un peu programmés au départ. Et puis, dans les propositions, une troisième voie, mais qui prend la suite de la seconde, c'est comment on peut trouver des modalités de cofinancement. Du cofinancement qui réunissent des ministères, par exemple, au niveau national, hein, de l'interministérialité au plus large, qui puissent réunir aussi bien sûr, la formation professionnelle que la culture, que l'agriculture, que l'économie, que voilà, tous ces axes-là sur lesquels il faut mobiliser et sensibiliser à ces problématiques. Il faut aussi que derrière, les financements puissent se compléter pour que voilà, on ait la possibilité d'accueillir les gens sur le sens de ce qu'ils ont envie d'apprendre et pas uniquement sur leur statut administratif. Donc, et puis pérenne, bon, la pérennité, oui, si on veut quelque chose de permanent, il faut trouver du financement pérenne. Je pense que c'est ambitieux, mais ce sont des propositions
partagés entre nous qui font que c'est sans doute des leviers pour trouver des bonnes formules d'accueil du public et de réelle entrée dans les compétences. Oui, et donc, comme on se le disait, c'est donc, bien entendu, une question pour lequel il faut un portage politique d'envergure. Voilà. Juste pour passer et entamer la troisième partie autour de ce qui est envisagé dans le cadre de l'accès au numérique, l'inclusion numérique. Quelques chiffres pour démarrer, issus aussi de l'INSEE. Voilà, c'est la base dans laquelle on retrouve les chiffres nationaux. Une personne sur 6 qui n'utilise pas Internet. Plus d'un usager sur 3 qui manque de compétences numériques de base. Voilà, c'est paru en octobre 2019. On peut passer à la prochaine. 2 versions. L'INSEE nous dit que l'électronisme ou l'illettrisme numérique, voilà une nouvelle façon d'en parler, concerne 17% de la population, avec cette petite phrase qui nous précise que le niveau global de compétences numériques est semblable à la moyenne européenne. Et puis, quand on veut voir du côté de la société numérique, autour du gouvernement, voilà, il nous est dit que la France est encore à la traîne sur les usages numériques et que ça concerne 13 millions de Français qui aujourd'hui sont éloignés, avec plusieurs facteurs déterminants. On y reviendra un petit peu plus tard sur comment dire, le bilan ou le résumé qu'on en fera à la fin. Donc 2 entrées un peu différentes, vous avez des liens à chaque fois qui vous permettront d'aller les voir de manière plus précise. On peut passer à la suite. Voilà, et donc dans le cadre de la crise du Covid, puisque c'était aussi un peu la question posée par lire et écrire, pendant cette crise, la première et puis la seconde vague, on va l'appeler comme ça chez nous en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer, et bien on a vu des mobilisations. Alors, il y en a de nombreuses, hein, on n'a pas fait l'inventaire. Là, c'est seulement un ou 2 exemples qu'on va vous proposer à titre d'information. Un site qui s'est appelé, j'allais dire, mais qui s'appelle et qui du coup continue à répondre à des sollicitations. C'est un site qui s'appelle Solidarité numérique et qui a comme objectif, voilà, d'apporter une première aide aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser certains services en ligne qui sont essentiels. Alors, c'est un site, donc une plateforme qui est en ligne, mais qui propose une ligne téléphonique. Et à partir de ça, effectivement, il y a des accueils pour orienter et conseiller, accompagner les personnes qui sollicitent ce numéro. C'est une organisation qui s'est faite à partir de contributeurs qui sont pour la plupart des médiateurs numériques qui interviennent sur les territoires, dans des espaces publics numériques, dans des tiers-lieux, dans des lieux très, très diversifiés et qui se sont mobilisés effectivement pendant le premier confinement pour essayer de répondre. C'est bon, oui. Merci Cécilia, on peut passer à la deuxième. Et en parallèle, bon ça c'était du point de vue des citoyens, on va dire. En parallèle, il y a quelque chose qui se déploie au national via l'Agence nationale de cohésion des territoires qui s'appelle un pass numérique, qui est un chéquier qui peut être diffusé auprès des personnes qui en ont besoin pour donner accès à des services et un accompagnement dans des lieux qualifiés. Voilà, des lieux qui sont repérés, qui sont qualifiés, où on peut faire un accompagnement précis à partir des besoins des personnes et qui se symbolisent sous forme de chéquier comme les chèques restaurants, où donc on peut détacher un chèque et qu'on va utiliser chaque fois qu'on aura besoin d'un service.
C'est un service gratuit qui est donc cofinancé par l'État et les collectivités, mais qui permet aussi de valoriser le travail qui est fait par les accompagnateurs et les médiateurs, parce que c'est aussi quelque chose qu'on oublie. C'est pas gratuit forcément partout. En tout cas, l'accès qui est gratuit, il est payé quelque part, et c'est aussi important que ce chéquier le symbolise. Voilà. C'est deux exemples qui ont été parmi tout ce qui a été mis en œuvre après de façon très très locale par des formateurs qui sont restés en lien avec les apprenants qu'ils accompagnaient. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense qu'en Belgique et dans les autres pays, vous avez aussi fait appel à beaucoup d'imagination et pour rester en contact avec les apprenants. Ce qu'on peut compléter aussi, c'est l'annonce qui a été faite par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. Il y a 2 jours, lors d'une manifestation nationale qui s'appelle Numérique en commun, le secrétaire d'État au numérique a annoncé qu'il allait participer au plan de relance avec le fait comme objectif de former et d'accompagner les Français à partir d'un déploiement de 4000 conseillers numériques et donc il y a une plateforme qui existe où on peut s'inscrire pour proposer ses services ou pour être formé, parce que les 4000 personnes, elles n'existent pas forcément comme ça de prime abord, il va falloir qu'elles soient qualifiées, pour accompagner aussi des lieux qui peuvent être au plus près des besoins, autant en ville que dans le milieu rural, dans le milieu urbain que le milieu rural, et puis voilà, des aidants outillés et formés, des lieux et des personnes avec des kits qui seront équipés de kits d'inclusion et qui auront donc normalement des compétences pour pouvoir réaliser ces accompagnements. Voilà, vous aurez les détails aussi dans les liens qui sont donnés. Ça date d'il y a 2 jours, donc c'est effectivement des choses relativement récentes. On peut passer à la diapo suivante alors quand Lire et Écrire nous ont demandé de citer 2 ou 3 ou quelques contributions pour améliorer l'accès et les usages numériques, en fait, il y a déjà des listes très très longues de préconisations, d'améliorations, de contributions. On en a repéré 3, dont celle qui a été réalisée récemment par le Sénat en France et qui ont communiqué sur leurs 45 propositions à partir de cette phrase qu'on a reprise: l'électronisme ne disparaîtra pas d'un coup de tablette magique. Derrière, il y a 45 propositions, parmi lesquelles le fait, par exemple, de conserver la faculté d'un accès physique ou d'un accueil téléphonique au service public et qui soit en nombre suffisant pour l'ensemble des démarches dématérialisées. Prendre en compte dès la conception des sites internet les difficultés d'accès et d'utilisation que peuvent connaître certains usagers et simplifier leur mise en page. Affecter les gains budgétaires associés à la dématérialisation des services publics et le produit de la taxe sur les services numériques, la taxe GAFA, de l'appliquer effectivement à des fonds de lutte contre l'exclusion numérique, étendre à tout le territoire le droit à la connexion à Internet. Voilà, on nous parle de la 5G, mais on n'est encore pas sûr que tous les territoires soient correctement couverts, et aussi avec des propositions sur des accès de gratuité par rapport aux services dématérialisés et services publics. Donc le Sénat, la Défenseure des droits s'est mobilisée aussi et a mis en ligne des documents autour de la dématérialisation et de l'inégalité d'accès. Le livre blanc contre l'illettrisme a été coordonné par le syndicat de la presse nationale en lien avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc dans ces liens-là, vous pourrez retrouver des propositions. C'est pour ça que on ne les a pas forcément mises en évidence parce que nous, au-delà de ces préconisations, on pense aussi qu'il y a des façons d'approcher et
d'accompagner les personnes qui sont au-delà des outils, des démarches à mettre en place. Alors, je vais prendre le relais sur la diapo suivante, Cécilia, s'il te plaît. Donc, du côté des centres ressources illettrisme, ça fait longtemps qu'on est interpellé par les questions de numérique. À l'époque, on appelait ça l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a changé d'échelle puisque le numérique a envahi nos vies, pour le meilleur et pour le pire, mais avec nos vies quotidiennes, nos vies professionnelles, nos vies personnelles, nos vies familiales. Et ce qui nous intéresse, nous, dans ces questions, c'est de le travailler avec les personnes en difficulté avec l'écrit. Vous avez vu qu'en France, on a, tout comme l'illettrisme, on a inventé un nouveau mot qui est l'électronisme, qui a un peu les mêmes caractéristiques que l'illettrisme, c'est-à-dire qu'il est mobilisateur, mais il est aussi très stigmatisant, puisqu'il appuie sur ce que les personnes ne savent pas faire. Ou voilà, là où ils sont exclus. Et donc, dans notre approche, on souhaite plutôt favoriser l'inclusion numérique, s'appuyer en fait sur tout ce que les personnes en situation d'illettrisme savent faire pour monter en compétences. Donc, on a autour de la question, est-ce que le numérique aggrave les choses ou est-ce que, au contraire, ça permet d'augmenter le pouvoir d'action. Vous pourrez aller voir un témoignage qu'on a réalisé au sein du Maillon de Marseille avec les ambassadeurs de la chaîne des savoirs sur ces questions numériques, où on voit en fait que ça peut être effectivement une béquille épatante, que les personnes en situation d'illettrisme ont des compétences numériques parfois bien plus élevées que des personnes lettrées. Voilà. À l'inverse, ça peut être la double peine pour d'autres, où on avait effectivement où les difficultés à l'écrit sont renforcées par l'interface numérique. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment s'appuyer sur les savoirs et les compétences des apprenants, en partant des outils qu'ils utilisent. Inciter aussi le monde de la formation, les formateurs, à s'appuyer sur ces outils numériques dans leur formation pour permettre aux apprenants de monter en compétences. Là, je renverrai par exemple à tout un travail qui est fait par Aurore Barraud, ma collègue au CRI, sur ces questions. Il y a des webinaires que vous pouvez trouver sur le site internet avec notamment la mise en place de séquences pédagogiques qui s'appuient sur le numérique en lien avec la vie quotidienne, l'utilisation de services dématérialisés, etc. La deuxième chose, c'est donc qu'on soit vraiment dans la proposition, dans un apprentissage qui soit dynamique, avec cette idée que nos apprenants apprennent, mais nous aussi nous apprenons. C'est vrai que le numérique illustre ça tout à fait, puisque nous-mêmes, nous sommes obligés de monter en compétences perpétuellement. Je pense que le confinement nous a mis face à nos limites, mais nous a permis aussi d'explorer des ressources et d'explorer des nouvelles manières de faire comme aujourd'hui. Et ça illustre aussi le fait qu'on doit perpétuellement apprendre
On doit, voilà, du coup, on doit tous être dans un processus continu d'apprentissage. Je vous invite aussi à aller explorer la démarche de café numérique enrichi qui a été mise en place par le CRI Auvergne. Il y a également tout un tas de ressources qui ont été travaillées par nos collègues. Je pense par exemple à la manufacture andragogique que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, qui du coup illustre la façon qu'on a eu d'agir en faveur de l'inclusion numérique. Oui, on peut d'ailleurs, Laurence, compléter avec l'excellente publication de nos amis belges, le journal de l'Alpha, qui a consacré un numéro spécial aux usages du numérique et qui est vraiment remarquable. Donc, voilà, on voit bien comment les formateurs se mobilisent et réfléchissent, s'organisent autour de ces questions. Oui. Je crois qu'on arrive peut-être vers la fin. On passe à la dernière diapo. Sur laquelle je m'étendrai peut-être pas parce que ça sera peut-être aussi l'occasion de répondre aux questions. Voilà, donc quand on disait on engage une démarche, c'est effectivement changer de regard sur les publics et dépasser les stéréotypes de penser que tous les jeunes sont des geeks et tous les vieux sont nuls en informatique. C'est quand même, vous le savez, bien plus complexe que ça, en termes aussi d'éducation et d'accompagnement. Il faut sans doute abandonner aussi la rhétorique du retard. Qu'est-ce qu'il faudrait rattraper? Il y a une espèce de course, voilà, qui s'engage, mais en fait, là où on est, on rentre dans la démarche, et puis on se rend bien compte que quand on fait le point sur ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire, plus on est nombreux, plus on sait faire de choses, et c'est l'occasion aussi de pouvoir partager et mutualiser. Les gens ne savent pas faire les mêmes choses, on ne peut pas comparer, et la collaboration et la mutualisation, ça vient effectivement nourrir les nouvelles façons d'accompagner les publics, et on y est confronté nous-mêmes de la même manière. Voilà, changer de perspective pour se dire que oui, ça, c'est sans doute quelque chose de complexe et qui limite et qui exclut. C'est aussi enrichir un pouvoir d'agir. Le tout, c'est que tout le monde puisse avoir le choix de l'utiliser. Voilà, et c'est sans doute là où se pose la question. Pour choisir, eh ben, il faut connaître, et c'est là où il faut arriver à démultiplier et à organiser ces accompagnements, voilà, pour aboutir à des facteurs d'un pouvoir agir, un pouvoir avec et un pouvoir sur, que ce soit au niveau personnel, collectif, politique. Alors, ces éléments-là sur lesquels, en fait, nous, on est essentiellement d'accord, je les ai repris, j'ai cité la source, et je pense que c'est important de citer effectivement la fondation d'un Internet nouvelle génération, la FING, qui travaille autour de ces accompagnements et qui est dans cette vision. Alors, ce n'est pas les seuls, mais ils portent vraiment ça, et j'ai repris des éléments de leur document sur changer un peu nos façons de voir, changer de regard pour mieux accompagner. Voilà, peut-être que je ferai une conclusion de ce type-là. Voilà, l'inclusion, c'est pas une réponse au surnombre de retardataires, c'est une exigence adressée au numérique de demain, et ce n'est pas la voiture balai du numérique, c'est une locomotive pour ses développements futurs. Voilà. En tout cas, nous vous remercions de votre attention. Cécilia, est-ce qu'on n'a pas trop débordé? Non, c'est presque parfait. On a quelques minutes de retard. Donc, un grand merci d'abord de vous être lancées les premières dans l'expérience, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Merci aussi pour l'invitation lancée à lire écrire, de se lancer dans le même type d'exercice suite à une invitation que vous nous enverriez. Donc, je dois dire que
bien sûr, au niveau du vocabulaire employé, on diffère un peu. Au niveau des outils de recensement, on n'a pas du tout les mêmes. Mais je pense que dans la partie pour les défis politiques et la vision par rapport à l'inclusion numérique, nous pourrions croiser pas mal d'analyses en commun. Donc voilà, il nous reste une bonne dizaine de minutes. Il y a une première question qui s'affiche. Je pense que vous ne la voyez pas, donc je vais vous la lire. Et vous décidez laquelle de vous deux, peut-être, ou les deux vont y répondre. On peut peut-être enlever le diaporama. 10 minutes. Hein. Donc, c'est la première question que je vois, je n'en vois qu'une pour l'instant, c'est quels sont les liens entre illettrisme et pauvreté en France? Alors, on dit chacune un mot, Daniel? Oui, vas-y. Effectivement, l'enquête les liens sont forts puisque l'enquête de l'INSEE et puis il y a eu un travail qui a été fait récemment pour mettre en place une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui a permis de faire au moins un diagnostic. Et en fait, on voit que la géographie de l'illettrisme et la géographie de la pauvreté sont très fortement corrélées. Donc ça, c'est un point qui est primordial. Voilà. Après, on pourrait décliner les indicateurs, hein, si vous allez même les indicateurs objectifs de l'INSEE nous montrent, par exemple, que les bénéficiaires des minima sociaux sont en très grande proportion. Il y a des très fortes proportions de l'ordre de plus d'un quart. Oui, un quart des personnes qui, j'essaie de ne pas parler avec le jargon français, qui sont en situation d'illettrisme, etc. Ce qu'on peut dire aussi, qui pourrait contrarier, mais pas forcément, c'est là où on sent que c'est toujours quelque chose de complexe, c'est que comme on l'a précisé, la moitié des personnes en situation d'illettrisme sont dans l'emploi. Donc on pourrait penser que parce qu'elles ont un salaire, on n'est plus dans la pauvreté. Or, on sait qu'il y a beaucoup de travailleurs pauvres aussi. Hein. Donc le fait de dire que les gens travaillent, ça ne veut pas forcément dire que la moitié des personnes en situation d'illettrisme ne sont pas pauvres. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Tout à fait. Très bien. Très bien. Nous attendons la deuxième question qui va s'afficher. Ou bien on vous en trouve une qui ne sortirait pas du chat sans problème. Donc, je peux peut-être alors en poser une qui me vient en tête. Je voulais savoir si par rapport, il y a de grandes diversités régionales dans l'implication des pouvoirs politiques dans la prise en charge de cette politique de droit à l'alphabétisation, de formation à l'alphabétisation. Il y a de grandes disparités régionales. Je vois que vous êtes il y a 26 CRI, vous êtes répartis sur l'ensemble du territoire et vous disiez aujourd'hui que la politique était très différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Oui, alors d'abord, on est répartis effectivement, mais pas de manière très équitable, puisqu'il y a des régions qui n'ont pas de centre ressources, hein. La Bretagne, le Grand Est, voilà, il y a des régions qui ne sont pas dotées, donc on aimerait être un peu plus nombreux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille en réseau et que du coup, on peut faire un maillage et une couverture territoriale intéressante. Sur la deuxième partie de question, oui, selon les régions, il ne se passe pas forcément la même chose parce que l'effet de la décentralisation a fait que ce n'est plus l'État qui porte directement la lutte contre l'illettrisme, mais les régions. Et selon les régions, eh bien, il peut y avoir ou pas des actions de formation. Et Laurence et moi, nous sommes dans 2 régions où les actions de formation sont limitées, voire parfois inexistantes, face à d'autres régions où il y a une convergence État-région qui permet de mettre en place des actions. Donc voilà, selon là où on habite, tout de suite, on n'a pas forcément les mêmes propositions au niveau du territoire français.
Oui, et ce que je voulais ajouter en termes de disparité territoriale, c'est aussi au sein même des régions, des grandes régions, les taux d'illettrisme sont très différents. C'est-à-dire que la région Nord, par exemple, et la région Est affichent des proportions très importantes. On parle régulièrement de la Picardie. Donc, c'est des régions d'ailleurs qui sont assez frontalières avec la Belgique. Bon, alors ça, c'est sur les questions d'illettrisme. Et du coup, on voit aussi que les réponses vont aussi varier. On parle là de la décentralisation. C'est un point important parce que les régions ont mis aussi un certain temps pour développer l'expertise pour répondre à ces questions. Voilà, donc c'est quand même, ça a été un gros bouleversement en fait. Merci. Alors, il y a une nouvelle question qui apparaît et il nous reste à peu près 4 minutes, donc on s'y attaque. Le financement des formations est-il lié à une obligation de résultat qui induirait une sélection? Ça, il me semble que vous avez abordé cette question importante. On va dire que oui, oui, avec ce qu'on appelle résultat, qui est souvent l'ordre d'une façon de mesurer l'insertion des personnes à la fin des actions de formation. Donc, on est plutôt sur combien de personnes ont retrouvé un emploi, combien de personnes ont pu accéder à une formation plus longue, qualifiante ou un contrat particulier. Ce sont des indicateurs qui sont affichés au départ dans les marchés publics et du coup sur lesquels les organismes de formation doivent répondre. Ils sont reconnus en fonction effectivement de ces chiffres-là. D'ailleurs, quand on va sur les sites des organismes de formation, maintenant, on voit beaucoup apparaître des pourcentages qui s'affichent en disant, voilà, 40%, 50%, 80% de résultats positifs, etc. On est vraiment sur ces indicateurs. Alors, ils ont bien sûr de l'intérêt, hein. Il n'est pas du tout question de dire que ça n'a pas d'intérêt. La seule faille que ça procure, c'est que bien quand on fait rentrer des gens en formation, on va privilégier les gens qui sont les plus proches de l'emploi ou les plus proches ou ceux qui ont le moins de difficultés quand on fait des tests ou quand on fait du positionnement, en se disant qu'il faut qu'on mise sur ceux qui seront les plus capables d'intégrer un emploi ou de pouvoir poursuivre une formation. Et du coup, ça produit toujours de l'exclusion, c'est-à-dire que les personnes les moins formées ou ayant le plus de besoins ou en attente d'un contenu fort, ce sont rarement celles qui sont accueillies. C'est toute la différence entre ce qui est financé pour les organismes de formation et la façon dont les associations caritatives, humanitaires et largement vont, elles, produire comme accompagnement et qui sera effectivement pas ciblé sur ce type d'indicateur, ou en tout cas, elles seront plus sur qu'est-ce que les gens ont acquis en termes d'autonomie, qu'est-ce qu'ils savent faire tout seuls maintenant qu'ils ne savaient pas faire avant, qu'est-ce que ça a développé au sein de leur famille, au sein d'un environnement professionnel, d'un environnement social. Et ça, c'est aussi des choses qui sont importantes à mettre en évidence, mais pas faciles, parce qu'on est plus sur du qualitatif. Bien sûr. En fait, c'est un petit peu... s'il me reste encore une petite minute pour compléter... Oui, je t'en prie, Laurence, on va achever. Dans notre région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ce qui s'est passé avec la mise en place d'un dispositif qui propose la certification CLEA. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez pu entendre parler, mais qui est en gros une certification des compétences clés en situation professionnelle. Et le Conseil régional a souhaité s'appuyer sur cette certification dans son dispositif de lutte contre l'illettrisme, ce qui, au départ, était une idée qui me semblait très intéressante. Mais du coup, il y a eu une sélection qui s'est opérée, y compris par les personnes qui orientent
en disant non mais cette personne elle est trop éloignée, elle réussira pas la certification, donc on l'envoie pas. Voilà, je vais m'en tenir là pour. Le temps tourne, donc on est arrivé au bout de notre quart. Je vais clôturer là. On n'a pas pu aborder dans les questions la problématique de l'inclusion numérique, mais bon, j'espère qu'on aura d'autres projets de rencontres. Et on accueille, si on arrive à maintenir nos formations à l'université de Printemps en avril, de toute façon un formateur donc, du CRI Auvergne sur la question de l'inclusion numérique. Donc voilà, on espère qu'on pourra y arriver. Je voulais vous remercier toutes les deux donc, pour votre intervention très riche, très intéressante et qui n'était pas facile puisque très cadrée et très courte finalement. Voilà, je voulais remercier aussi l'équipe de Lire Écrire qui nous accompagne, l'équipe technique Factum Lab, Charles, Valentine et Ludo qui sont là pour nous aider puisque c'était une première pour nous. Une chose importante que je n'ai pas dite et que je dois dire, donc c'est que je remercie aussi les pouvoirs subsidiants, à savoir la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds social européen qui nous ont aidés à mettre ces actions en place. Et je vous donne rendez-vous alors jeudi prochain avec notre collègue d'Irlande, donc c'est Inès Bailey, qui est la toute jeune directrice retraitée de l'association NALA. Donc on se retrouve jeudi prochain. Un grand merci à tous et un grand merci aussi aux participants de nous avoir rejoints si nombreux. Et belle journée à vous. Merci à vous. Merci. À bientôt. À la semaine prochaine sur le chat. Oui, bien sûr.